Alors, je prends donc la suite en remerciant donc, tout le bureau de la SLIMO donc, de m'avoir proposé de présenter ce petit panorama devant vous. Donc voilà, je commence par dire que bon, déjà je remercie aussi Sébastien et on ne s'est pas du tout concerté, mais vous allez voir qu'on va vraiment dans le même sens. Donc je vais vous présenter les choses très modestement hein, parce que je sais que dans la salle tout le monde connaît bien Chrétien de Troyes et donc c'est difficile hein, en fait d'apporter des choses nouvelles sur Chrétien. Beaucoup de gens auraient pu faire cette présentation à ma place. Donc c'est vraiment un parcours qui est un peu la façon dont j'aurais envie de transmettre à mes étudiants l'intérêt qui fait l'étude que pourra représenter l'étude de Cligès dans cette année d'agrégation. Alors j'ai choisi une entrée volontairement anachronique et baudelairienne dans mon titre, hein, Cligès ou la beauté du bizarre, pour un texte donc, sur lequel tout ou presque a été dit, avec des qualificatifs divers que Sébastien a rappelés. Un texte maniéré pour Gaston Paris, énigmatique pour Jean Frappier, déconcertant, baroque, atypique, c'est Daniel Jamraoul qui utilisait ce terme, dans un article que je signale, parce que je ne sais pas s'il est dans la bibliographie de Sébastien, mais je pense que oui. Donc, je vous propose donc ce qualificatif moderne de bizarre hein, pour esquisser un parcours centré sur la singularité du roman de Chrétien au sein de sa propre production, ainsi que dans le paysage littéraire du XIIe siècle, et peut-être aussi pour, in fine, relativiser cette singularité. Le bizarre est lié aux mots-clés suivants, souvent associés à Cligès: mélange, bigarrure, bazar, arabesque, fantaisie, difformité, informe, monstrueux, incohérence, paradoxe, orient. Ça fait beaucoup. Si le bestiaire merveilleux n'est que discrètement présent, à travers le prénom de Phénice, on y trouve des fausses morts, des personnages habiles en faux semblants, des demeures à cachette, des tombeaux et des corps violentés, un sommeil plein de miracles, mais aussi des éléments qui le ramènent du côté d'un certain réalisme et de l'historique. Daniel Jamraoul parle de plus d'une sorte d'esthétique de type asianiste qui fait chanter le vers de ses cliquetis sonores. Donc je n'aurai pas forcément le temps d'analyser le style de Chrétien autant que je le voudrais, mais je tenais à rappeler cet aspect extrêmement important. Pour cette présentation, je vais donc destiner quelques pistes déclinées autour de la notion de genre, dans son double sens de genre littéraire et d'examen des rapports de genre. Je vais donc vous présenter quelques éléments qui m'ont frappé à la relecture de Cligès et aussi donc des éléments en lien avec les tendances récentes de la critique que Sébastien a bien montré, c'est-à-dire donc les études de genre ou les réflexions sur l'interculturalité. Alors, tout d'abord, la place de Cligès dans la constitution du genre romanesque. On pourrait peut-être dire que Cligès est un bâtard au carré. Je reprends bien sûr l'expression de Francis Gingras dans son livre sur le bâtard conquérant et sur l'essor du genre romanesque. Bâtard au carré par le positionnement dans la production littéraire du temps, hein, le positionnement de Cligès dans la production littéraire du temps. N'oublions pas que le genre littéraire du roman est en pleine constitution, en fait, hein, dans cette deuxième moitié du XIIe siècle. C'est un genre qui se dégage de la tradition lyrique et qui s'expérimente entre les proto-romans antiques, les romans de Tristan et les récits brefs, d'origine ovidienne ou non. Donc c'est un genre intertextuellement bâtard. C'est aussi peut-être donc un roman intrinsèquement bâtard, notamment donc par le croisement que choisit Chrétien entre Orient et Occident, et cela se marque de façon très voyante au niveau de l'onomastique qui va mêler donc Alexandre, Cligès, Gauvin, Arthur, Vincestre et Constantinople. Les deux se rejoignent, donc, car comme le disait Sébastien tout à l'heure, il est possible que Chrétien ait été influencé par la tradition romanesque byzantine,
mais il s'agit bien d'un enfant sans père, c'est-à-dire que la filiation est tout de même impossible à établir avec certitude, et on note sa parenté avec un certain nombre de romans byzantins du XIIe siècle. Alors, tu as cité un ouvrage que je ne connaissais pas, et moi je me suis appuyée sur les travaux d'Éméché et Guédi Kovács, qui parlent notamment de Rhodanthe et d'Ocyclès, de Théodoros Prodromos, qui est un roman dans lequel on a aussi une histoire de fausse morte, avec donc des analogies qui existent avec Cligès. Donc en tout cas, quelles que soient ses sources, Cligès est un roman entre Orient et Occident. Il mêle les matières d'une manière inédite, et on a souvent souligné la bifurcation, l'espèce de pas de côté que représenterait Cligès par rapport au choix d'Érec et Énide et par rapport au choix des autres romans qui suivront. Ça n'est pas tout à fait un roman arthurien. Alors, je ne vais pas pouvoir, bien sûr, envisager l'ensemble des caractéristiques de Cligès, mais je propose d'envisager donc quelques tensions paradoxales qui compliquent sa lecture, et je vais bien sûr aussi revenir, moi aussi, donc, sur la construction dont on a déjà parlé. En me posant cette question, est-ce qu'il s'agit d'un roman d'aventure frénétique ou d'un roman spéculaire? Et je pense que c'est les deux, en fait. On retrouve dans Cligès une caractéristique romanesque fondamentale qui est la longueur du texte. Et comme dans la plupart des œuvres de Chrétien III, elle est donc obtenue par bipartition. Elle est ici très visible, puisque le roman s'étend sur 2 générations. Mais l'élargissement dans Cligès est aussi spatial, puisqu'il fonctionne entre 2 mondes. Donc cette bipartition, elle est constante chez Chrétien III, mais dans Cligès, le motif structurant de la quête n'est pas utilisé, non plus que l'errance chevaleresque, et même pas tellement le lien entre amour et chevalerie. On s'éloigne donc des recettes habituelles du roman arthurien. Alors je mets recettes habituelles entre guillemets, puisque en fait tout est nouveau à cette époque. Bien sûr, je pars d'Érec et Énide, que je connais bien. Si on regarde Érec et Énide, dans Érec et Énide, l'examen de la structure du texte montre clairement le lien à des modules brefs, comme la chasse au blanc-cerf ou la joie de la cour. Module bref sans doute lié au conte, dont Chrétien revendique la réunion dans une forme signifiante. C'est la fameuse conjointure. J'ai dit le mot, mais je n'en reparlerai pas plus, puisqu'on a déjà énormément écrit à son propos. Un des problèmes du roman, c'est, à mon avis, d'inventer cette durée narrative et de construire le temps en l'étendant sur une durée plus longue. Le prologue de Cligès dévoile un chrétien auteur d'Ovidiana, mais aussi d'un texte sur Tristan que nous avons donc tendance à considérer soit comme perdu, soit comme inexistant. Ce texte fantôme, pour moi, pourrait tout aussi bien être un récit bref, à la manière de Philoména ou du lait du chèvrefeuille de Marie de France. C'est une proposition que je fais. On notera également que le lait des Liducs inclut lui aussi une histoire de fausse morte. Là aussi, Éméché et Guédi Kovács le montrent très bien. Donc, si Cligès est sans doute une réponse au mythe tristanien, un hyper, un néo, un contre, un simili-Tristan, il est aussi, je pense, la poursuite de l'invention d'une forme qui, tout en réutilisant la même matière, se présente comme un anti-lait. La construction donc, de Cligès a été maintes fois analysée, notamment par Daniel Chamraould. Dans La griffe d'un style, on a une annexe fort utile tout à la fin qui montre l'alternance des séquences où la chronologie est précise et d'autres où elle est plus floue, et c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'ensemble des romans de Chrétien. Et ce qui m'a frappé à la relecture de Cligès, c'est une progression avec des à-coups incessants, notamment un usage important du mais de surprise et de bifurcation, qu'on peut appeler mais narratif, avec Georges Kléber, et qu'on peut rattacher donc au mais argumentatif, et qui fonctionne de la façon suivante. C'est décrit donc par Amalia Rodriguez Somolinos dans un article de la Romagna. Donc on considère un énoncé du type P mais Q, mais sert ici de transition dans le récit. Ils permettent au récit de progresser. Le connecteur nous oblige à considérer P et Q comme anti-orientés, et il fait ainsi la liaison entre 2 épisodes différents en évitant l'incohérence.
Le mouvement argumentatif imposé par May est le suivant. De P, le lecteur pourrait conclure que le récit va continuer dans le même sens. Or, il n'en est rien, car May introduit un nouvel épisode. May fonctionne ici au niveau de la narration, ce qui justifie bien le terme de May narratif. Il peut être cependant rattaché à la description générale du May argumentatif. Alors, j'ai fait un relevé rapide et non exhaustif, donc en m'aidant du dictionnaire électronique de Chrétien de Troyes, qui est aussi un outil extrêmement utile, des occurrences de May dans Cligès. On pourrait affiner encore. Bon, j'ai 2 pages, je pense que je ne les ai pas tous mis, mais il y en a vraiment beaucoup. En fait, d'après les relevés du dictionnaire électronique, c'est le roman de Chrétien où il y a le plus d'occurrences de May, alors que Cligès est aussi celui qui compte le moins de mots. Il y a 364 occurrences de May dans Cligès. Alors, je résume. En gros, Cligès est donné comme le héros principal de l'œuvre, mais Chrétien va d'abord raconter l'histoire d'Alexandre. 2 frères naissent, mais avec une différence d'âge inhabituelle. Alexandre meurt, mais avant d'être emporté par la mort, il a fait promettre à Cligès d'aller se mesurer aux Bretons et aux Anglais. Alice jure de ne pas prendre femme, mais il se laisse convaincre. L'empereur d'Allemagne accorde sa fille, mais elle est promise au duc de Saxe, et ainsi de suite jusqu'à la fin du roman. On a aussi des passages qui sont à haute concentration de May. Ce sont notamment les scènes d'action comme l'attaque du château d'Angresse, et j'ai mis ça en bleu sur la diapo. Donc les qualités de styliste de Chrétien de Troyes passent aussi beaucoup par le récit. Là, je renvoie à Raphaël Baroni, à son ouvrage sur la tension narrative. La mise en intrigue, et plus précisément la manière dont elle arrive à éveiller et surtout à soutenir notre intérêt, à maintenir vivace l'intérêt du récepteur, explique notre goût pour le récit et donc fait partie de la réussite de Cligès. Alors, il faudrait affiner l'étude du May, je pense. Il m'a semblé qu'on l'a trouvé principalement dans la première partie du roman pour les scènes d'action et davantage dans la deuxième partie pour la casuistique amoureuse. Bon. Quoi qu'il en soit, on note donc l'importance des péripéties, des rebondissements dans ce texte, qui est donc digne d'un roman d'aventure, et j'ai utilisé à dessein le terme de frénétique, en ayant en tête, par exemple, les Pardaillants de Zévaco. On a des enlèvements, des quiproquos qui se succèdent sur un rythme extrêmement rapide, aussi bien donc narrativement que diégétiquement. Tout va très vite, il y a un article qui s'appelle Cligès ou la folle journée, tout va toujours très vite, les personnages sont toujours pressés. Lorsqu'il est question d'un duel entre Cligès et le duc d'Allemagne, celui-ci a lieu dès le lendemain. De même, Phénice commande à Cligès un plan pour échapper à Alice pour le lendemain, on claque des doigts. Il y a beaucoup de formules comme « il n'y a de prix, respi ni terme »,« ja », etc. Et aussi beaucoup de formules d'imminence contrecarrée, notamment à la fin du roman pour l'annulation de l'expédition arthurienne. Ja devait la mer passer, et puis finalement, Alice meurt et tout s'arrête. Donc le roman se construit dans une tension entre un déroulement frénétique et un rythme spectaculaire qui est bien présent. Alors j'ai schématisé ça à très gros traits dans un tableau avec cette structure en miroir. Je passe vite parce que c'est des choses que vous savez, mais on a bien sûr donc des échos entre les 2 parties du roman avec les 2 couples, les 2 histoires d'amour, les 2 épisodes guerriers, la lutte contre Angresse ou contre le duc de Saxe, plusieurs fausses morts. Donc aussi une structure spéculaire très importante. Et donc l'objectif de Chrétien est sans doute de dérouter son lecteur, de l'inviter à dépasser les apparences et il propose un jeu sur les faux semblants et les paradoxes que je vais examiner maintenant. Alors, Cligès est le roman des faux semblants et des paradoxes, là encore, à la fois thématiquement et stylistiquement. Cela se marque notamment par l'utilisation extrêmement fréquente du verbe cuidier, qui appelle donc une rectification ou un démenti. Alors, j'ai mis quelques exemples, mais là encore, il y en a énormément. Donc, par exemple, Or cuide croit que Marfus né sort d'Amor qui ôte le cri et la plainte de son ami. Donc, elle croit Alexandre mort.
Il y a toutes sortes de procédés stylistiques donc, qui vont inviter à interroger ces apparences et qui vont favoriser la pause, le recul lectorial, la distance critique, qu'avait bien montré par exemple aussi Peter Haidou. Alors, j'ai mis là encore des exemples. Pour ce verbe cuidier, on a par exemple l'usage d'incises, hein, c'est l'occurrence des vers 96-98, qui proposent une sorte de correction réflexive. On a aussi beaucoup une habitude stylistique de Cligès, me semble-t-il, c'est aussi la façon dont Chrétien va passer par la dénégation. Il affirme qu'une chose n'est pas pour dire, en fait, pour arriver au positif. Donc c'est la troisième citation. Pour ce que Biot et Jean les voient, ne cuide pas qu'il ne soit tweet de conte et de roi fil et pour voir si estait-il. On a donc un goût général pour le paradoxe et il me semble qu'il faut relier à ce goût pour le paradoxe la présence massive des monologues. Alors là aussi j'ai fait un petit relevé des monologues et des dialogues amoureux dans Cligès sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais vous aurez le PowerPoint et je pense que ça peut être aussi utile aux étudiants d'avoir cette liste. En fait, le monologue, hein, comme le rappelle Michel Perret, est en lui-même une forme paradoxale, puisqu'elle n'existe pas du tout dans la réalité, et parce qu'elle suppose cette perception du narrateur qui a accès à l'intériorité du personnage. Donc il y a concomitance en fait entre l'invention du genre romanesque, l'exploration de l'intériorité et le travail autour de cette forme qui est typique à mon avis de la fiction, qui est le monologue. Donc on trouve dans ces monologues de nombreux morceaux de bravoure et des formes extrêmement paradoxales comme la série d'Adunata qui évoque la timidité de Cligès. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Chrétien va aussi jouer sur le dédoublement du moi, sur les oppositions, et il travaille extrêmement ses vers, donc on pourra faire toutes sortes d'analyses stylistiques. J'ai mis juste l'exemple d'un vers qui me paraissait particulièrement amusant au niveau de ses sonorités, et qui traduit en fait cet étonnement d'Alexandre qui se désole de voir que ses yeux et son cœur, qui devraient être donc ses amis, sont en fait cause de sa blessure d'amour. Adieu, où sont mis amis, quand 6-3 sont mis anomie, qui de moi sont et sim aussi. Tout ce travail extrêmement important. On a aussi donc une présence généralisée de l'ironie, que ce soit au niveau microstructurel, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de la structure d'ensemble. Et là, donc, je vous renvoie aux travaux de Peter Haidou, qui fait vraiment un relevé aussi extrêmement précis et qui souligne que cette ironie, elle se déploie dans les morceaux de bravoure dans lesquels on a tendance à la chercher, mais aussi même dans la description des combats, qui est extrêmement travaillée. Donc combattre, c'est offrir son service à un autre, c'est faire don de honte ou de malheur. Et on a cette très jolie formule, c'est noter un lait avec son épée. Donc on a vraiment une virtuosité revendiquée dans l'art du combat comme dans celui de le décrire. Donc des situations, un style piquant, ingénieux, qui ajoute au roman l'épice du déconcertant dans un feu d'artifice extrêmement brillant. Les deux niveaux, rebondissement et spécularité, se rejoignent, car ce sont tout autant les personnages que le lecteur qui sont invités à se questionner et à questionner les apparences. Si Sor d'Amor et Alexandre doivent apprendre à voir clair en eux-mêmes, Phénice et Cligès doivent dissimuler à autrui. L'histoire des premiers consiste à inventer des obstacles là où il n'y en a pas. Ils s'aiment et tout le monde est d'accord pour les marier, mais... Et celle de Phénice et Cligès, c'est un peu l'inverse. Il va falloir trouver des solutions à des situations impossibles. Dans tous les cas, le lecteur est mis à bonne école. On a bien sûr aussi un texte qui est un carrefour intertextuel, mais là, je vais passer vite, d'abord parce que Sébastien en a parlé, et puis parce que, comme il l'a dit, c'est vraiment un des aspects les mieux étudiés du roman. Donc Cligès est à l'intersection des romans antiques, Énéas, Alexandre, Tristanien, du roman arthurien naissant. On va retrouver dans la première partie le roi guerrier du Brut de Watts,
J'ai parlé de sa relation avec les récits brefs, et on pourrait aussi mentionner ses liens avec la lyrique, y compris avec la propre production de Chrétien de Troyes. Donc tout cela renforce bien sûr sa spécularité. Le roman donc témoigne d'une capacité à intégrer des héritages divers et parfois étrangers les uns aux autres. La bigarrure est dans sa nature. Et il faut donc peut-être ne pas exagérer la singularité de Cligès. Cligès n'est pas un pas de côté dans la production du romancier champenois, à mon avis. Et on rappellera d'ailleurs que dans les manuscrits, il est souvent intégré dans une construction générale en lien avec la translatio. Bon, j'ai mis juste 3 exemples bien connus, hein, le 794, donc base de notre édition, le 1450 et aussi le 12560. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que on a tendance, la critique a parfois eu tendance à faire donc de Cligès une voie avortée, un essai de renouvellement après lequel Chrétien serait retourné à sa manière première qui serait celle d'Érec et Énide. Et en fait, je pense que ça ne marche pas très bien et que si nous lisons les romans de Chrétien de Troyes dans un ordre qui est devenu quasiment canonique, en commençant par Érec et Énide, ensuite Cligès, puis les autres, en fait, dans les manuscrits, on n'a quasiment jamais cet ordre-là. Donc, ça change la façon dont il faut le situer dans l'œuvre de Chrétien. Pour reprendre à nouveau les remarques de Francis Gingras et progresser vers ma deuxième partie, je lui laisse la parole. Donc, le roman est un genre neuf et sans contrainte qui offre un écran vierge à la projection de fantasmes parfois inédits ou simplement dit avec une liberté que n'offraient pas ou rarement les genres traditionnels. C'est donc ce que je propose de voir maintenant en articulant genre et gender. Je suis totalement d'accord avec Sébastien. Cligès est un roman de femme. Et ça avait déjà aussi été dit, par exemple, par Anne Popper dans son article sur l'amour au féminin de Chrétien de Troyes. À la différence des autres romans de Chrétien, Cligès ne présente pas de crise d'identité et pas de quête initiatique. Les rapports hommes-femmes s'envisagent de façon un peu différente, avec donc une place plus grande accordée aux héroïnes féminines et qui surtout ne sont pas de simples miroirs de l'identité masculine, comme ça pouvait être le cas par exemple dans Érec et Énide. Si l'ensemble des romans de Chrétien de Troyes contribue à une certaine déconstruction de la masculinité, par la recréance d'Érec par exemple, par les rêveries de Lancelot, la nicété de Perceval, la mise en accusation de Gauvin, Cligès offre des personnages masculins qu'on hésite même parfois à qualifier de héros, et certains articles ont parlé d'anti-héros. Ce sont les femmes qui mènent la danse. Ces femmes sont à mon avis des personnages construits et non évolutifs, et donc peut-être les enjeux se situent moins au niveau des personnages individuels que dans les rapports qu'ils vont incarner, avec cette confrontation homme-femme qui double la mise en regard de l'Orient et de l'Occident. On a donc des princes orientaux et des princesses occidentales. Alors, le schéma le plus fréquent dans la littérature du XIIe siècle, si on généralise et si on pense aux chansons-gestes, par exemple, c'est plutôt celui d'un héros qui épouse une princesse étrangère païenne, princesse qui souvent va se convertir au christianisme. Ici, renversement, les princes sont orientaux et ils épousent des femmes occidentales. Le récit est toujours conté depuis la perspective des personnages masculins, mais il va laisser largement place et faire entendre aussi la voix des héroïnes féminines. Le roman orchestre un certain nombre d'inversions dans les rôles de genre. On a des femmes hardies et des guerriers timides. C'est le cas d'Alexandre puis de Cligès. Alors Phénice est peut-être un peu plus hardie que Sorel-d'Amor. Mais Sorel-d'Amor, c'est quand même elle qui va prendre l'initiative de déclarer son amour. C'est à elle que revient le premier monologue. Enfin, elle a quand même aussi un rôle important. On a aussi donc une féminisation de Cligès dans son portrait. Féminisation relative parce qu'il va garder ses qualités masculines lorsque Chrétien mentionne par exemple ses dons pour l'escrime ou la chasse. Mais ce sont des traits qui apparaissent souvent pour des héros rebelles à l'amour. On se rappelle que la première série d'Adunata, qui parle justement de cette timidité de Cligès, se conclut par la formule choc « si vont les choses à l'envers ».
même si dans un second temps, Chrétien montre que l'amour ne peut aller sans la crainte. Face à ces guerriers timides se dressent des femmes actives, qu'il s'agisse de Guenièvre ou de Sorédamor, de Phénice ou de Thessala, ou encore, et ça nous amène donc vers les figures secondaires, des dames de Constantinople qui vont libérer Phénice quand elle est torturée par les médecins et qui vont jeter ces 3 médecins par les fenêtres. Et le narrateur le souligne vers 6032, « Ins mieux ne firent nulle dame ». On a donc des rapports de genre inédits et des éléments singuliers dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. Sorédamor est ainsi, si on réfléchit bien, la seule héroïne enceinte de Chrétien. Phénice porte en son nom la promesse d'un autre renouvellement, un mode d'engendrement qui passe non par la filiation, mais par la résurrection. Donc Chrétien explore des modes de reproduction et de perpétuation différents, qui ne passent pas forcément par la sexualité normée. On notera aussi, Sébastien en a parlé, que Phénice invente un mode original de contraception, puisque ça n'est pas seulement pour éviter de se partager entre 2 hommes, mais bien pour ne pas concevoir d'héritier, qu'elle se refuse à Alice. Donc la potion conçue par Thessala fonctionne comme une sorte paradoxale de contraception masculine, paradoxale et très en avance. Donc cette originalité dans les positions de genre, elle se retrouve aussi donc, dans le narrateur et les figures secondaires. Le roman commence par le pronom s'il, qui est un masculin sans ambiguïté, qui va être donc aux manettes de l'histoire. Cependant, il va déléguer de nombreux discours et de nombreux pouvoirs à des figures féminines, donc comme Sorédamor, Phénice, Thessala. On a aussi souligné l'originalité de la figure de Jean, donc cet artifex qui, à la fin du roman, offre une sorte de double à la figure octoriale, donc notamment par sa conception de la tour sans jointure. On pourrait peut-être s'attarder sur la particularité de son statut social, puisque Jean est un serf privé de droits politiques, et il insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne s'appartient pas, mais Jomeim miens ne suis. Jean incarne donc une masculinité subordonnée qui interroge et rejoint peut-être d'autres statuts particuliers, comme celui des clercs, c'est l'étymologie même du nom clerc, ou les eunuques dans l'épilogue, sur lequel je reviendrai à la fin. Le roman renverse donc sur des renversements, des travestissements, des castrations symboliques, des brouillages et donc une certaine fluidité. Sébastien là aussi a employé ce terme. Il y a de nombreux renversements dans les rapports hommes-femmes. On a vu le goût des héros masculins pour le déguisement. Un Cligès notamment se plaît à se défigurer, c'est le terme figure vers 4870, à devenir autre par ses différentes mues. Il n'y a pas à proprement parler du passage du féminin au masculin, ni inversement, mais les rôles de genre s'y révèlent brouillés et fluides. De plus, le roman invente un 3e sexe lié à l'imaginaire de la castration. Alice, par le biais de la potion de Thessala, se trouve soumis à une castration à la fois symbolique et effective, puisque de fait, il ne peut consommer son mariage. Thessala l'a promis à Phénice dans 3 jolies formules, endormant, jouet, cuit de rat, endormant le fera veiller, et il a behu de l'endormi. Le rêve érotique est d'ailleurs pour Chrétien une autre manière d'affirmer sa virtuosité poétique, puisqu'il va renouveler le poème sur le rien de Guillaume d'Aquitaine dans le passage célèbre que j'ai mis sous vos yeux, au vers 3339 et suivant. « Tenir la cuide n'en tient mis, mais de néant est à grande aise, car néant tient et néant baise, néant tient à néant parole, néant voix et néant à colle, à néant tense, à néant lutte. » On retrouve bien sûr le verbe cuidier. Ces imaginations nocturnes sont aussi représentées par les autres personnages, puisque Sorédamor et Alexandre passent leur nuit à rêver à l'amour, et c'est aussi l'occasion d'une réflexion sur le langage et sur les pouvoirs de la fiction, puisque le lecteur, à sa façon, boit aussi de l'endormi en lisant un roman.
On pourra également revenir sur l'épilogue, dans cette sous-partie sur la castration, qui mentionne donc une particularité byzantine exotique aux yeux des Occidentaux, à savoir l'existence d'eunuques. J'y reviens dans ma troisième partie tout à l'heure. Comme le dit Francis Gingras, fécondé par les éléments culturels de l'ailleurs et l'autrefois, le roman trouve des mots inédits pour explorer les arcanes de la peur et du désir. Et là encore, le roman politique et le métaroman se rejoignent, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans une dernière partie. On a parfois souligné le caractère paradoxal de la peinture de l'amour dans Cligès, et notamment le caractère paradoxal de son héroïne, Phénice, qui recourt à un subterfuge, sinon douteux, du moins hardi, pour refuser le partage d'elle-même à la manière d'Iseux. Cependant, Cligès constitue aussi à sa manière un plaidoyer pour le mariage d'amour. On voit bien qu'en fait, les mariages de raison ou les mariages forcés, plus que les autres, peuvent être source de désordres sociaux. Donc Cligès conjugue un discours général sur l'amour et une situation géopolitique précise qui font donc de ces unions non seulement des cas d'exogamie assez vagues, comme l'était l'union d'Érec et Énide, puisque Érec épouse une étrangère, mais elle fait quand même partie du monde arthurien, mais on a de véritables mariages interculturels, et là je m'appuie sur les travaux dont Sébastien a fait état, les travaux anglo-saxons que je vais citer tout à l'heure. Alors, ces mariages interculturels, le mariage c'est vraiment un enjeu majeur dans le monde médiéval, comme dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, y compris dans son effort pour contrer l'attrait du schéma de la fine amour adultère. Chrétien n'est pas le seul à construire ses romans autour de ce que la critique anglaise moderne appelle « the marriage plot ». C'est bien sûr déjà le cas de l'Énéas, qui met en son centre la question de la bonne alliance. Si le caractère réaliste de la toponymie nous met déjà sur la voie, puisque, comme le dit Daniel, toujours dans l'article que j'ai cité, Cligès, c'est le roman de Chrétien de Troyes où les lieux qui renvoient à un réel identifié sont les plus nombreux. Donc rien qu'en regardant les toponymes, on se rend compte de ce tropisme vers le réel. Mais en tout cas, c'est en grande partie autour du mariage, pas seulement, mais en grande partie autour du mariage que se nouent les échos avec la réalité historique dans Cligès. Dans les années 1160-1180, on a de nombreux projets d'alliance, aboutis ou inaboutis, entre les familles des grandes aires géopolitiques européennes et orientales. Donc j'en ai indiqué quelques-uns sous vos yeux. On y retrouve donc la Champagne, avec un Henri de Champagne en position de négociateur. On y retrouve la France de Louis VII, l'Empire germanique et l'Empire byzantin. Ces échanges diplomatiques et matrimoniaux s'insèrent dans le réseau de contacts économiques et de tensions militaires et religieuses qui se nouent autour de la Méditerranée, et donc je pense que ce sera utile de regarder une carte avec les étudiants. Si Cligès porte la trace des échanges entre Orient et Occident, et qu'il les théorise donc du côté des clercs et de la chevalerie dans son célèbre prologue, on peut aussi y lire en creux une réflexion sur la place des femmes dans les échanges au sein du monde aristocratique médiéval à travers cette pratique du mariage transculturel. Et donc là, je renvoie moi aussi aux travaux de Megan Moore, de Sharon Kinoshita. J'ai indiqué un seul article, mais Sébastien en a cité d'autres, qui me semble également, alors je ne partage pas toutes leurs conclusions, mais il me semble aussi vraiment très important pour la compréhension de Cligès. On voit en effet dans notre roman donc Guenièvre favoriser l'union de sa nièce avec l'héritier grec, Sordamore porter un enfant biculturel, Phénice ouvrir l'espace en introduisant l'Empire et le monde germanique. Donc même si Chrétien ne le dit pas explicitement, il se livre à une mise en évidence de ce rôle des femmes dans cette transmission, dans ce mélange des cultures, pourquoi pas aussi dans cette circulation des manuscrits. Ça pourrait être une piste pour expliquer la filiation avec le roman grec.
Cligès est écrit entre la deuxième et la troisième croisade, c'est-à-dire au moment de l'expansion méditerranéenne de familles occidentales. Et cette expansion se poursuit avec la quatrième croisade et la prise de Constantinople en 1204. Et je pense aussi qu'il faut lire le roman avec ce contexte-là et cette conclusion-là en tête. Les différents mécènes possibles, qu'il s'agisse du milieu donc les différents mécènes possibles de Chrétien de Troyes, qu'il s'agisse du milieu plantagenet ou de la famille de Champagne, et je penche plutôt pour cette solution-là, la famille de Champagne, comme Estelle Doudet par exemple le dit aussi, ces familles jouent un rôle dans cette expansion. Alors ce type de narration implique un choix de point de vue. On remarque que même si Chrétien se situe comme un occidental dans son prologue, il adopte le point de vue grec. C'est donc le héros qui conquiert une femme en Occident. En même temps, il va décrire l'acculturation des héros et laisser place une large part au point de vue et à la voix de femmes qui portent, tout en les questionnant, les valeurs occidentales. Comment interpréter ce recours à l'Orient dans l'œuvre de Chrétien de Troyes ? Faut-il y voir les prémices d'une position orientaliste ou l'autre serait une projection objectivée du même, préludant à la conquête? Et c'est pour ça que j'avais aussi mis une citation de Clary qui est bien représentative en fait de cet imaginaire de la translatio qui va finalement aboutir à la prise de Constantinople. C'est l'entrevue entre Pierre de Bracheux et Joannitza. Joannitza demande à Pierre de Bracheux pourquoi est-ce que les croisés sont partis aussi loin de leur pays. Troyes fut à nos ancisseurs, et s'ils qui en échappèrent s'en vinrent manoir là dont nous sommes venus, et pour ce que fut à nos ancisseurs, sommes-nous si venus conquérir terre. Chrétien semble parfois se faire l'écho des préjugés largement présents dans la représentation des Byzantins, et là encore on les trouve chez Clary, dont la lecture en contrepoint de Cligès me paraît quand même intéressante, même si bien sûr c'est plus tardif. Donc on a l'impression que Chrétien retransmet ces clichés, les Byzantins, Byzance c'est le monde de la trahison, de la ruse, de la richesse, de la décadence efféminée, et comme Sébastien l'a rappelé, et c'est aussi donc l'article de Levinson-Reis, il utilise donc des exonymes pour désigner les Grecs, donc les termes de Grésois et de Griffon qui ne sont pas du tout la façon dont les Grecs se désignent eux-mêmes. Il décrit aussi une acculturation des héros grecs qui semble consacrer la supériorité occidentale. Ainsi, Cligès, lorsqu'il se rend à la cour d'Arthur, est habillé à la mode française, qui est évidemment très élégante. C'est le vers 4974. Au plus tôt qu'il peut être accord vient, mais bien fut un tourné à soi, vêtu à guise de François. C'est également le discours que tient le prologue sur la translatio, mais effectivement, on peut relativiser en fait cette fermeté de la translatio. Cependant, de façon intéressante, Chrétien minimise parfois les différences culturelles entre Grecs et Francs, notamment en ne mentionnant pas du tout les différences religieuses. On sait qu'il y a quand même ce fameux schisme de 1054 qui va aussi, d'une certaine façon, autoriser cette conquête. Chrétien n'en parle pas du tout. Il va même, lorsque Alexandre se présente à la cour, Alexandre dit tout simplement qu'il s'appelle Alexandre, que c'est son nom de baptême. Voilà, comme s'il n'y avait aucune différence. Le seul moment où il va faire état de différences linguistiques, c'est de façon, à mon avis, révélatrice, non pas entre orientaux et occidentaux, mais au moment où intervient le duc de Saxe, qui est finalement le véritable autre dans l'histoire. Cette fois, on a besoin d'un interprète. Cette chose, l'idus porchas, est fait par un sien drugement qui grilleux savait et allemand aux deux empereurs savoir qu'ainsi vieux la bataille à voir, l'imessager dit son message en un et en autre langage. Donc finalement, ça va contribuer à désigner les ennemis saxons comme autres. Ce sont eux qui ont besoin de traduction. Et lorsque la question de savoir comment Alexandre et Sorédamor se comprennent et se parlent ne se pose pas, ça se fait naturellement. Si la position orientaliste semble également apparaître dans l'épilogue, qui rappelle la coutume d'enfermement selon les mots de Chrétien des femmes grecques, sous la garde de serviteurs castrés, l'ironie de Chrétien complique et nuance les positions respectives des occidentaux et des orientaux,
et donc l'interprétation du roman. Et j'en arrive à ma toute dernière sous-partie. Si on réfléchit bien, de nombreux éléments que Chrétien donne comme orientaux existent également en Occident. C'est le cas par exemple de la pratique du servage, qui est courante dans la France du XIIe siècle et particulièrement en Île-de-France. Marc Bloch le montrait déjà dans une étude de 1920 et il y a d'autres travaux qui reviennent sur cette pratique du servage en France, d'autres travaux d'historiens. Jean est d'ailleurs un nom typiquement français, alors que Chrétien aurait pu appeler Jean Ioannis, ça n'aurait pas posé de problème. Je voudrais revenir donc sur l'interprétation de l'épilogue, dans lequel tous les critiques s'accordent à voir une pirouette finale de Chrétien, mais dans lequel on voit aussi parfois un retour, après l'utopie romanesque, à ce qui serait la réalité de la condition des femmes à Byzance. Chrétien donc parle de la pratique du gynécée comme d'une prison, à l'aide donc d'une périphrase, pour ceux ainsi comme en prison et gardés en Constantinople, mais il utilise aussi le terme plus neutre de chambre, et cette chambre des dames, elle existe aussi en Occident. Les historiens de Byzance confirment qu'il existe bien un quartier des femmes dans le grand palais de Constantinople. Cependant, les impératrices n'y étaient pas vraiment enfermées, et elles n'étaient pas coupées des hommes. Donc je renvoie aux travaux de Judith Thérin et puis après donc de Georges Sidéris. Elles pouvaient donc recevoir des marchands, des chefs militaires au sein de ce palais, et ces eunuques, ce ne sont pas seulement des serviteurs dédiés aux femmes, ce sont aussi des administrateurs qui étaient au service de l'ensemble du palais impérial et de bien des maisonnées nobles. D'après Georges Sidéris, donc l'institution des eunuques comme gardes et serviteurs des femmes au sein du gynécée a permis à l'impératrice de développer une sphère de pouvoir autonome au sein du palais. Et donc dans ses approches sur l'histoire du genre à Byzance, Georges Sidéris parle aussi du rôle considérable des eunuques, donc un genre socialement construit, dans l'Empire byzantin. Alors Chrétien méconnaissait-il cette réalité historique ? Faisait-il semblant d'en être ignorant, ou bien veut-il, par le décalage entre ce qu'il dit et ce qu'on savait à l'époque, veut-il nous faire comprendre autre chose ? Il me semble qu'on a peut-être trop lu cet épilogue avec en tête les lettres persanes. Tu citais Montesquieu tout à l'heure. En gros, dans les lettres persanes, le harem et l'enfermement des femmes fonctionnent comme paradigme du despotisme. On se rappelle de la célèbre lettre 38 de Rika à Ibn, où d'ailleurs, en fait, quand on la lit en entier, on voit que les deux personnes débattent de la question. Mais il y a cette formule, 10 femmes qui obéissent embarrassent moins qu'une seule qui n'obéit pas. Bon, est-ce que c'est là la conclusion de Cligès ? Je ne pense pas. Peu avant la composition de Cligès, en Occident, c'est une autre femme, Aliénor d'Aquitaine, qui se trouve enfermée par son mari pour avoir poussé ses fils à la révolte, sans qu'il se trouve d'eunuque pour la garder, mais elle est bien enfermée dans des chambres, transformée en prison, et ce, sur les lieux mêmes de l'action de Cligès, puisque dans les années 1174, on sait qu'elle a été enfermée à Winchester. La mention de la peur des empereurs byzantins de leurs femmes est aussi ironique à une époque où on sait que l'instabilité politique à Byzance et surtout le fait de proches masculins dans une société où le caractère patrilinéaire et le droit d'aînesse entrent en concurrence avec l'importance de la désignation par le peuple selon la coutume romaine. Enfin, la trahison est tout autant présente en Occident qu'en Orient, et les problèmes de succession entre frères se sont posés aussi au sein de la dynastie anglo-normande, notamment. On peut donc mettre le concept de cross-cultural encounter, donc cette rencontre interculturelle, en rapport avec la notion de specular encounter, proposée par Donald Maddox, et réconcilier l'aspect politique et spéculaire du roman. Les deux sont en fait étroitement liés, puisque à travers la peinture d'un autre fantasmé, à savoir Byzance, il s'agit de parler de soi, c'est ce que Sébastien aussi disait tout à l'heure, mais il me semble qu'à la différence du discours orientaliste, l'ironie donc complique les choses et Chrétien procède à un décentrement général. Le décentrement est partout dans le roman. L'autre, ça n'est pas seulement le byzantin, et l'opposition Occident-Orient est plus compliquée qu'elle n'en a l'air,
La cour arthurienne, l'Empire d'Allemagne, le duché de Saxe sont aussi des espaces autres pour les lecteurs de Chrétien de Troyes. Donc on n'est pas dans ce face-à-face orientalisant entre Orient et Occident. Je propose donc de considérer que Chrétien plaide pour la liberté, le non-enfermement, la richesse des interactions libres dans un monde qui doit savoir baser les relations hommes-femmes, seigneurs et vassaux, auteurs et lecteurs, peut-être aussi clercs et guerriers, sur la confiance et l'activité de tous. Et je conclus. Finalement, Cligès m'apparaît comme un roman assez logique dans l'itinéraire de Chrétien de Troyes. La réflexion autour des croyances, de l'illusion, de la puissance des mythes rejoint le message du conte du Graal et sa volonté de dire tot elle, y compris en invitant à l'examen critique de certains modes de pensée. Je renvoie au livre de Francis Dubos, Le conte du Graal ou l'art de faire signe. Cligès semble explorer tout particulièrement les dangers de la croyance. Si je peux in extremis laisser la parole à l'essayiste contemporaine Marion Müller-Collard pour un ouvrage dont on a un petit peu parlé dans les médias qui s'appelle « Croire, qu'est-ce que ça change ?» Marion Müller-Collard dit « Savoir croire, c'est se savoir en train de croire pour éviter de croire qu'on sait. » Elle dit encore « Savoir identifier les registres du croire est primordial pour en désamorcer les dangers. » Grâce à cet outil puissant qu'est l'ironie, Chrétien éduque ses lecteurs, et peut-être tout spécialement ses lecteurs masculins, les lectrices féminines semblant d'emblée plus averties. De ce point de vue, il s'agit bien d'une célébration des pouvoirs du clerc, maître des mots, mais grâce à l'ironie, Chrétien offre aussi les moyens de ne pas tomber dans les pièges de l'illusion. Il propose de jouer au cuidier, selon la belle formule de Christine Ferlampin-Hacher dans un article dont vous avez la citation entière sous les yeux. Voilà, donc j'espère vraiment que cette mise au programme de l'agrégation contribuera à redonner une place à Cligès dans son ensemble et pas seulement à son prologue. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se servir du prologue, mais que Cligès retrouvera sa place dans notre appréciation de l'ensemble de l'œuvre de Chrétien de Troyes. Et je vous remercie.